Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette interview consacrée à l'engagement social des entreprises. Au cœur de notre échange, l'accompagnement des proches aidants non professionnels et l'importance du dialogue social. Bonjour Jean-Manuel. Bonjour Enona. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller de la direction générale Allocirp et directeur du Labo Cirp Autonomie. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter l'Allocirp en quelques mots et surtout nous rappeler en quoi votre mission s'inscrit dans une démarche d'engagement social ? Alors, notre mission, on est un acteur de la prévoyance et pas de la santé. Donc, on est un acteur du risque long. Marianne Monchamp disait c'est le haut degré de protection sociale. Et sur ce sujet qui est de dire, eh bien, la prévoyance, c'est un élément important face aux risques de la vie. Et les risques de la vie, c'est pas ceux qu'on a envie de voir. Parce qu'en général, on dit, on va passer à côté, mais de temps en temps, malheureusement, on ne passe pas à côté, et que c'est un sujet important. La santé, c'est la consommation. Quand je consomme, c'est la consommation, et c'est à peu près structuré. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un débat important sur le PLFSS 2026, et de se dire, mais comment ça va fonctionner ? Et on voit bien le débat qu'on a aujourd'hui entre la sécurité sociale et les OCAM, c'est-à-dire les organismes complémentaires sur ce sujet qui sont les institutions de prévoyance, qui sont les assureurs et qui sont la mutualité. Donc ça, c'est un point important. Quand on parle, nous, de prévoyance, on est sur un sujet plutôt sur le décès. Alors, il y en a moins, mais il y en a toujours. Et puis, sur les risques longs que sont la perte d'autonomie, que sont le handicap, et que sont aussi les aidants. Parce que les aidants, c'est eux qui vont aider les aidés. Il y a un couple aidant-aidé, c'est comme ça que ça marche. Alors, dans notre société, ce sujet-là, il a émergé. On a fait le 3 octobre dernier un vrai colloque. Enfin, on a toujours fait des colloques. Mais celui-là, il était particulièrement réussi à la Maison de la Radio sur la capacité à dire ce sujet-là est un sujet de protection sociale. Et la protection sociale, c'est géré par qui ? C'est un triptyque. Il y a des assureurs, il y a des partenaires sociaux qui sont des OS et des partenaires sociaux qui sont des employeurs. Et c'est du dialogue social. Et donc ce sujet-là, il faut qu'il s'instaure dans notre société pour dire ce sujet-là est important. Pour quelle raison ? C'est qu'on va vivre plus longtemps. On voit bien que le débat sur la retraite, c'est compliqué. On a fait une avancée, on fait un recul, mais que objectivement, on va avoir de plus en plus de gens qui vont vieillir, et qui vont vieillir en bonne santé ou en mauvaise santé. Et ça, c'est un vrai défi de la société française, parce qu'il va falloir dire qui va payer. Est-ce que c'est la sécurité sociale, mais est-ce que c'est les complémentaires aussi ? Et ce débat-là, il ne s'est pas ouvert complètement encore aujourd'hui. On veut pas voir ce sujet de la vieillesse, et la vieillesse fait peur. La vieillesse fait peur parce que dans notre tête, quand on se sent, on se dit intellectuellement, l'humain, que ce soit un homme et une femme, il a 7 ans de moins par rapport à son âge biologique. Parce qu'on se sent jeune. Et donc, on ne veut pas voir la réalité. Donc, si on ne veut pas voir la réalité, ça influe sur 2 choses. C'est qu'on dit la prévention, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et puis de dire, est-ce que je peux anticiper tout ça ? Et cette anticipation, elle fait peur aussi, parce qu'on dit, si j'anticipe, ça va arriver. Mais non, pas forcément. Mais pour autant, c'est un vrai sujet de dialogue social, et c'est un sujet de mutation. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que la loi qu'on appelle Michel Delaunay s'appelle ASV, Adaptation de la société au vieillissement. C'est pas une loi faite pour les assureurs, c'est une loi faite pour tous ceux qui vont travailler et qui disent la société vieillit, c'est pas forcément un échec, c'est pas forcément une catastrophe, c'est une réalité, on vieillit beaucoup plus et c'est une chance et il faut bien vieillir. On va revenir sur cette idée de dialogue social dont vous avez parlé. C'était le sujet d'une de vos tables rondes en octobre dernier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, mais rapidement, pourquoi est-ce si important d'engager un dialogue entre les organisations syndicales et patronales au niveau des branches professionnelles et des entreprises ? Alors, ce sujet-là, je rappelle que c'est la loi de 2019 qui a été mise en place, donc avant le Covid, sur l'engagement qu'on doit avoir sur
sur ce dialogue entre les organisations patronales et salariales, sur ce qu'on appelle les NAO. Alors NAO, c'est un acronyme, ça veut dire négociations annuelles obligatoires, sur la capacité à négocier dans les branches et dans les entreprises des accords sur les seniors. Alors aujourd'hui, ça se télescope un peu, parce qu'on va dire, on va voir les seniors, pour dire il faut qu'ils soient encore plus dans la société, et puis il faut qu'ils restent dans l'entreprise. Et puis il y a l'accord, je dirais, sur les aidants. Et là, les aidants, pour le coup, c'est un sujet important, parce qu'on est aidant à quel âge ? Eh bien, l'aidant, aujourd'hui, en 2025, c'est 34 ans. Et l'aidant moyen, quand on est aidant, depuis un certain nombre de temps, eh bien, c'est autour de 43 ans. Et donc, on voit bien qu'être aidant, aujourd'hui, on est encore un junior quand on est aidant. Et c'est là, ce choc démographique ou cette transition démographique. Moi, je préfère parler de choc démographique. Parce que ce sujet-là, eh bien, on voit bien que la société, elle est percutée d'une certaine façon par l'allongement de l'espérance de vie. Alors, dans l'espérance de vie, il y a deux choses. Il y a l'espérance de vie en bonne santé, et puis l'espérance de vie en mauvaise santé. Quand on voit ça, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'espérance de vie en mauvaise santé, c'est pas véritablement avant 80 ans. Donc on voit bien que quand on part à la retraite, on va avoir des années assez heureuses, d'une certaine façon, et c'est quelque chose qui doit s'alimenter et se compléter dans une société entre des actifs et des seniors. Et c'est bien là le débat qu'on a aujourd'hui dans notre société sur le fait de dire comment on va travailler demain, comment les retraités vont vivre demain. On entend beaucoup de débats sur ce sujet-là en disant les retraités, ils sont mieux lotis d'une certaine façon que les actifs. C'est vrai. En même temps, aujourd'hui, ils ont travaillé, ils ont donné du temps à leur employeur, ou à leur multiple employeur, s'il le faut. Et d'une certaine façon, on est dans une logique où il faut que ce dialogue social dans l'entreprise, elle se dise, les seniors, c'est aussi une richesse. Parce qu'ils peuvent faire du mentorat, ils peuvent accompagner des jeunes, ils peuvent transmettre les valeurs de l'entreprise, et que ce débat qui dépasse largement le rôle des aidants, il a tout son sens, je dirais, dans le dialogue social et aussi dans la qualité de l'entreprise et la marque entreprise. Il y a beaucoup de salariés aidants qui ne se reconnaissent pas comme tels et qui n'en informent pas leur employeur. Vous évoquez un double déni du côté de ces salariés, le déni de se reconnaître en tant qu'aidant et le déni d'en informer l'entreprise, et aussi un tabou du côté des entreprises. Comment vous expliquez ces dénis, ce tabou, et surtout comment on en sort ? Eh bien, il faut donner du temps au temps. Vous savez, dans la négociation, il faut donner du temps. Et si on ne donne pas du temps, ça ne marche pas. Pourquoi donner du temps ? Le déni du salarié, ça va être de dire je suis aidant, mais je ne me reconnais pas comme aidant parce que ce que je fais, c'est normal. Donc, il y a une fracture qui est plutôt personnelle en disant ce que je fais, c'est normal. J'aide mes parents, j'aide mon conjoint, j'aide mes enfants. Et ça fait partie, je dirais, du cocon familial, ça fait partie du sujet qu'on doit gérer, et c'est normal. Et puis après, il y a l'autre déni du salarié qui dit oui, mais là, quand même, j'ai une pression relativement importante sur les épaules. Il faudrait peut-être que j'en parle à mon employeur. Et là, c'est le sujet en disant, mais comment je vais être traité si j'en parle à mon employeur ? Pour ma carrière professionnelle, pour mon avancement, pour mes formations, et est-ce que je ne vais pas, d'une certaine façon, être un peu discriminé au sein de l'entreprise sur ce sujet-là ? Ça, c'est le vrai sujet, et on voit bien qu'aujourd'hui, on est en gros à 34%, c'est les chiffres aujourd'hui, 34% des salariés disent à leur employeur « je suis un aidant ». Ça veut dire qu'on voit bien le chemin qui reste à faire sur ce sujet. Et ça n'évolue pas vraiment. On fait un observatoire sur ce sujet de salariés et dialogue social, ça fait 5 ans, on ne voit pas un gros changement sur cette thématique. Du côté de l'entreprise, le tabou, c'est un sujet compliqué parce qu'il va falloir que je gère en même temps l'entreprise, bien sûr que j'ai à gérer, les salariés qui sont dedans, et comment je vais gérer ça à l'intérieur de l'entreprise, comment je vais faire des accords, comment je vais gérer aussi le salarié qui est aidant vis-à-vis des autres salariés. Et c'est le tabou d'un sujet qui s'appelle la QVCT, qualité de vie et conditions de travail, qui va permettre d'une certaine façon de dire est-ce que c'est sûr que sur ce sujet-là, je fais bien ?
Et on sent que l'entreprise, elle n'est pas à l'aise là-dessus. Alors, sauf à mettre des choses, à avoir des accords, etc. Et on dit, dans ce cas-là, si on l'a fait, on met des choses en place, il y a un accord qui s'appelle NAO, et donc, on va d'une certaine façon déstigmatiser l'aidant, on va d'une certaine façon faire en sorte que celui-ci, il ait toute sa place, alors, dans l'entreprise, et que ce ne soit pas un tabou pour lui, ni un déni pour lui aussi. Donc, c'est du temps long, et ce temps long, il faut demander aux entreprises, aux branches professionnelles de dire, c'est inéluctable, ce choc démographique. Il faut s'en saisir, non pas comme une contrainte, mais une opportunité. Je vais citer les mots de Marianne Manchant, la directrice générale de l'OCIRP, qui dit « Le travail n'est pas le problème, le travail doit être la solution ». Comment, concrètement, l'entreprise, elle peut devenir un espace d'autonomie pour ses aidants ? Eh bien, il faut déjà les accepter, il faut les reconnaître, et puis l'aidant, s'il est toujours avec l'aidé, il y a un moment, il a besoin aussi de liberté. Alors cette liberté, c'est quoi ? C'est aussi dans son travail, c'est aussi dans une vie non professionnelle, mais que le travail, d'une certaine façon, ça permet aussi de s'échapper à des contraintes vis-à-vis de l'aidé, et d'une certaine façon, sans abuser, ça peut être aussi une respiration en disant j'ai un travail, mais en même temps, quand je travaille, ça me fait plaisir parce que, ma tête est au travail. Et je ne suis pas forcément à la maison avec le conjoint ou mes parents sur ce sujet-là. Et donc, on voit bien, et je dirais que le travail qu'on a fait avec Nathalie Chusseau, qui est économiste à Lille, sur ce qu'on appelle les coûts cachés. Coûts cachés, c'est justement les coûts qu'on ne voit pas. Parce que par définition, c'est un coût qu'on ne sait pas mesurer. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, ce coût caché, c'est de l'absentéisme, bien sûr. Alors, le télétravail n'a pas forcément été un bon sujet sur le sujet. Et puis il y a eu le présentéisme. C'est je suis présent, mais je ne suis pas là. Et là, on a un cumul de ce absentéisme et son présentéisme. Et qu'aujourd'hui, on évalue en gros, alors, au plan national, le droit privé et tous les fonctionnaires à un coût caché de 31 milliards d'euros. Donc on s'aperçoit quand même que c'est énorme sur ça, et que ce sujet-là, il faut le traiter. Donc on a tout intérêt à avoir des accords d'entreprise ou des accords de branche pour permettre aux entreprises de dire, on va faire en sorte de réduire cet absentéisme, ce présentéisme pour dire, vous êtes au travail, mais on va faire en sorte de générer ça avec un élément important qui est le fait de la flexibilité des horaires, mais aussi d'autres choses, les aides légales, extra-légales, et de dire l'entreprise, fondamentalement, elle a un rôle à jouer là-dessus. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise ? Pas forcément. Mais pour autant, l'entreprise, elle évolue aussi, et on a encore plus dans l'entreprise des gens qui vont vieillir. Et donc l'entreprise, elle doit se saisir d'un sujet qui n'était pas forcément son sujet. Son sujet, c'est de dire, c'est plus facile d'avoir des jeunes, et puis d'une certaine façon, parce qu'on ne va pas gérer ça. Mais la société française, elle n'est pas conçue comme ça. Et donc, c'est un sujet de mutation. Cette choc démographique, c'est un sujet de mutation. Et cette mutation, il faut prendre le temps de le digérer. Et le digérer, c'est de dire, on n'a pas le choix parce que ça ne va pas s'améliorer dans les années à venir. On fait des projections en 2030, 2040, 2060, on les a toutes faites. On sait très bien, tous les chiffres existent aujourd'hui. On sait très bien que la société va vieillir. Et donc, comment on fait dans une société du vieillissement pour dire, peut-elle encore être harmonieuse entre des actifs et des seniors, et comment on va gérer ça sur les aidants. Et là, le sujet que je traite, c'est uniquement les aidants salariés. Je ne traite pas des aidants qui sont retraités. Ceux-là, ce sont des invisibles. Ils ne sont plus dans la société parce qu'ils n'ont plus de lien économique, d'une certaine façon, avec l'entreprise. Et cela, c'est pour ça qu'on dit en général qu'on a 11 millions d'aidants dans la société, mais 5 millions d'aidants actifs. Bon, globalement, c'est à peu près ça. On sait qu'en 2030, on en a 1 sur 4. On en a 1 sur 4 qui sera aidant, ce qui est énorme. Mais ce sujet-là ne va pas s'améliorer. C'est inéluctable. Donc, il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper. Et l'anticipation passe par le dialogue social. L'OCIRP a créé, en partenariat avec l'Institut 410 et Reverto, une formation justement dédiée à l'accompagnement de ces salariés aidants. C'est une formation en réalité virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors,
Ce sujet-là, on l'a construit, initialement, on l'a fait en 2023. Je me souviens très bien, c'était lors d'une journée nationale des aidants, et on l'avait fait en se disant, un débat qu'on a, c'est 43% des aidants se disent insuffisamment informés. Alors je ne parle pas des non-aidants, mais insuffisamment informés sur leurs droits. Et donc, pourquoi ne pas faire une formation pour les salariés en disant, ben voilà quels sont vos droits, comment vous pouvez gérer. Et puis on a été plus loin en se disant, mais il faut former les salariés, c'est évident. Il faut former les non-aidants, parce que ceux-là, si on est dans l'anticipation, peut-être qu'un jour ils sont aidants. Et puis après, on s'est dit, mais il faut aussi former les managers. Parce que un manager formé, c'est un bon manager. C'est un manager qui va dire, moi j'ai compris votre problème, et moi je vais vous aider, en tout cas je vais faire en sorte que dans l'équipe, ça fonctionne bien. Donc il faut former les DRH et les RH qui ne le sont pas suffisamment, et puis il faut former les partenaires sociaux. Donc on a conçu une formation avec l'Institut 410, avec 4 modules qui s'adaptent pour dire il faut toucher toutes les couches d'intervenants dans l'entreprise. Et ça, c'est essentiel. Et je pense qu'on a un rôle un peu pédagogique, c'est sûr, de formation sur ça pour dire si on fait passer les bons messages sur un sujet qu'on n'a pas envie d'entendre, parce qu'on n'a pas envie d'entendre ça, eh bien c'est une façon, d'une certaine façon, de faire en sorte que, ben oui, après tout, si c'est bien fait, c'est une réalité, il faut l'entendre, cette réalité, et elle doit être logique, d'une certaine façon, et elle doit être un peu plus sereine. C'est-à-dire qu'on doit être serein face à ça, parce que, d'une certaine façon, la vieillesse est inéluctable. Bien sûr. Et alors, dans la continuité de tous vos engagements, vous avez également lancé la plateforme Aglaé. C'est une plateforme qui s'adresse à toutes les personnes vulnérables et ou confrontées à de la perte d'autonomie. C'est une solution qui croise des référentiels de l'offre servicielle de proximité avec les dispositifs d'aide de droit commun et extra-légaux. Pourquoi est-ce qu'il y avait un manque à combler ? Oui, parce qu'on voit bien que la société française, et on voit bien qu'elle est pas centralisée, elle est décentralisée. Hein, on a des territoires, et ces territoires, ils sont là pour gérer des populations par département. Alors on a les ARS, mais les ARS, c'est pas tellement leur objet. C'est plutôt le département qui est la cheville ouvrière de ça. Et sur cette thématique, on a pensé qu'il fallait justement avoir une plateforme qui permette de dire, vous avez un souci. Je rappelle une chose, c'est qu'être aidant, il n'y a pas un type d'aidant, il y a des types d'aidants. On aide qui ? On aide une personne âgée qui a eu des maladies, qui a eu un certain nombre de choses. On aide des personnes qui sont en situation de handicap, et on aide des personnes qui ont des maladies chroniques. Et vous voyez bien que dans ces 4 postures, ce ne sont pas les mêmes. Donc être aidant, c'est multiforme. Et donc, il faut que le territoire puisse dire comment je vais vous aider. Et donc cette plateforme Aglaé, elle est là pour dire, eh bien nous, on vous accueille, on vous donne, on comprend votre solution, vous avez quelqu'un qui va vous aider pour répondre à vos besoins, et puis vous aider aussi en vous trouvant les bonnes solutions sur le territoire. Donc c'est Aglaé Métaservice, et ça c'est une solution que le CIRP développe aujourd'hui en disant le territoire c'est la bonne solution, et vous savez très bien que tous les territoires ne sont pas identiques dans la société française. Ça serait, je dis société, je devrais dire la République française. C'est dire que c'est tous différents, ils sont tous différents. Et donc, entre des territoires qui sont montagneux ou des territoires où on n'a que des plaines, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, cette logique, il va falloir que globalement on se dise, eh bien, l'aidance est un sujet important. Vous savez, quand on aide en général entre 8 et 9 heures par semaine. C'est une grosse journée quand même, 8 à 9 heures par semaine, c'est à peu près la moyenne. Alors des fois il y en a un peu plus, des fois il y en a un peu moins. Et quand on aide en moyenne, on aide entre 3 et 7 ans. Donc c'est du long terme. C'est-à-dire qu'être aidant, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la société, dans notre vie personnelle, dans notre vie qu'on va essayer de gérer entre cette vie personnelle, cette vie de travail, cette vie d'aidant. Et être aidant, c'est quoi ? C'est du présentiel. Moi, qu'est-ce qu'on est quand on est aidant ? Eh bien, c'est la présence vis-à-vis d'une autre personne qui a besoin qu'on l'écoute. C'est une vie administrative qui a besoin qu'on l'aide sur ça. C'est une vie en disant, il faudrait que tu m'emmènes à faire des trucs, etc. Et donc, c'est des aidants non professionnels, mais qui sont là où l'essentiel de la démarche est une démarche présentielle. Et ça
ça ne se remplace pas. En 30 secondes, Jean-Manuel, pour terminer, le Labo Cirpe Autonomie, c'est un espace d'échange et de réflexion. Pour vous, avant de s'engager, il faut pouvoir dialoguer ? Oui, alors moi je dirais, je serais modeste, c'est pas un think tank, parce qu'on n'a pas les moyens. Je sais pas qu'on n'a pas les moyens, on pourrait le faire, mais on est plutôt là pour faire émerger des sujets qui ne sont pas forcément traités. Et donc on a parlé de plein de sujets cette année 2025. On a parlé des personnes en situation de handicap vieillissante qui se retrouvent à la retraite et qui disent « Ah mais je peux plus rester dans mon foyer, il va falloir que j'aille dans ma famille, et si la famille ne peut pas, ben ils partent en EHPAD. » Et là, on se dit, ah ouais, ils sont jeunes, ils ont 60 ans et plus, ils vont être en EHPAD avec des gens qui ont 80 ans. C'est dramatique pour eux parce que c'est une chute irrémédiable, d'une certaine façon, des éléments de leur vie personnelle. Donc on a traité ça, on a traité des sujets sur le blanchiment, sur TracFin, sur l'IA, l'IA et l'assurance, donc ça on en a fait plusieurs. Et donc ce sont des sujets, et notre lab, c'est plutôt de faire émerger les sujets qui sont dans la société, et qui pour autant aujourd'hui ne sont pas... On fait de la vulgarisation, voilà. Le mot, c'est on vulgarise, on donne des éléments, et on permet aux gens de dire... Je ne vais pas vous donner la solution parce que c'est pas notre rôle, mais je vais vous informer sur ça, et l'information, c'est le début, je dirais, pour aller creuser un peu plus loin. Merci beaucoup, Jean-Manuel. Merci, Nona.